Comme ici, la semaine thématique, on organise d'autres semaines thématiques. Alors, on le faisait plutôt en présentiel autrefois. Maintenant, vu les circonstances, voilà, on utilise au mieux les outils digitaux. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Véronique Mukendi et Sébastien Serrano pour l'atelier Financer votre projet innovant avec Innoviris. Et donc, je ne vais pas la faire beaucoup plus longue et je vais passer du coup la parole. Je ne sais pas si c'est Véronique ou Sébastien qui commence et qui pourront partager le PowerPoint. Voilà. C'est moi qui vais... Je ne vais pas être galant, mais c'est moi qui commence. Désolé, Véronique. On n'a pas fait exprès. Donc, je repose la question. Hein. Tout le monde voit bien la présentation? Subsidies for Innovation in the Brussels Region. Hein? Pour l'instant, on ne voit pas le PowerPoint. On ne voit que vous. Ah, d'accord. OK, il s'est déconnecté. Alors, automatiquement, je vais repartager ça. Ici. Là, ça devrait être bon. Oui. Là, c'est bon. Il n'est pas en full screen. Mais bon. Oui, je vais le mettre en full screen. Voilà, ça devrait être le cas. OK, super. Bon. Voilà, donc on va essayer d'accélérer hein, parce qu'on a un petit peu de retard, désolé. Donc Innoviris, c'est quoi? C'est une agence de financement de l'innovation à Bruxelles. Et je vais vous expliquer un petit peu donc, ce qu'on fait plus précisément et qui travaille chez Innoviris et les budgets qui sont disponibles. Donc où est-ce qu'on est? On se trouve en fait pas loin du rond-point de la place Stéphanie. Dont notre mission, c'est de faire la promotion de la recherche, le développement, l'innovation à Bruxelles. C'est important, cette notion de à Bruxelles, parce que certaines personnes n'ont pas encore compris que tout ça est régionalisé. Donc, en fait, chaque région a son organisme tel qu'Innoviris pour encourager cette recherche et innovation. On dispose annuellement de 50 millions qui sont grosso modo divisés en deux parties. Une partie pour des projets qu'on appelle de recherche stratégique, donc plus des académiques, des entités à but non lucratif, et un autre département que je représente aujourd'hui, qui est celui qui a pour vocation d'aider les entreprises, parfois en collaboration avec des centres de recherche. Et donc pour réaliser ce travail, on a une équipe d'environ 60 personnes, dont une bonne majorité sont des experts techniques, puisque le core business d'Innoviris, c'est d'évaluer les dossiers d'un point de vue scientifique. Donc, on voit ici hein, les 25 millions dont je vous ai parlé tout à l'heure pour le département que je représente. Donc, en 2020, on a eu grosso modo 200 soumissions de dossiers avec un taux de succès de 63%. Alors, ça peut paraître élevé, vous comprendrez par la suite pourquoi. On a grosso modo 26% de collaboration entre entreprises ou entreprises-centres de recherche. Et on travaille sur des délais d'environ 90 jours en moyenne pour donner en fait un avis. Il faut savoir que Innoviris est une institution qui n'a pas de pouvoir de décision et que les décisions sont prises au niveau de notre cabinet ou du gouvernement. Donc nous analysons les dossiers et recommandons de les financer ou de ne pas les financer. Si on regarde le gros en fait de notre portefeuille client sont plutôt des petites structures. De type donc TPE ou moyenne entreprise. On a également des grandes entreprises et des centres de recherche. Les centres de recherche ne peuvent pas venir tout seuls demander leur subside, ils doivent toujours être en fait partenaires d'une entreprise. Au niveau des secteurs, on voit que c'est assez variable, mais que le gros, c'est vraiment l'IT appliqué à un use case spécifique. Mais on a également des projets qui sont pure santé, pure industrie ou purement dans le durable. Alors ici, on a une vue globale des aides en fait du département que je représente. On a classifié ces aides en fait en gros blocs, des aides qui sont plus destinées en fait aux startups, aux entreprises débutantes, comme la validation, l'attraction au marché, ou la phase en fait qui se trouve entre la startup et le passage scale-up, donc accélération de l'activité. On a des projets qui sont
éligibles à tout type d'entreprise sur les projets de recherche et développement, et on voit que le gros du budget se trouve sur cette partie-là. Désolé hein, pour le petit bruit de fond, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. C'est le clapet anti-retour qui fait du bruit. Donc, projet R&D, 14 millions. Donc, tous les secteurs sont bienvenus. Donc, dans le cadre du guichet ouvert, et on a des appels thématiques sectoriels dans le cadre d'activités spécifiques à des secteurs. Et ça, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, c'est orienté entreprise. On peut venir tout seul ou en collaboration. Et ça inclut des études de faisabilité technique également et les brevets, en plus des projets de recherche et développement. On a des activités de support qui sont des activités de guidance, par exemple, réalisées par des centres collectifs, et des activités de chèque innovation. Donc là, on a un montant limité, je vous en parlerai tout à l'heure, pour faire appel à des sous-traitants, sous-traitance et également préparation de dossiers européens. Et alors, on a des programmes qui sont purement collaboratifs sur certaines thématiques et avec des profils bien ciblés. Alors, ce qui est important de comprendre avant d'introduire une demande, c'est qui est éligible. Donc, on vise ici des entreprises qui ont des activités sur Bruxelles, à la condition qu'elles ne soient pas en difficulté financière. Cette condition de difficulté financière concerne les entreprises de plus de 3 ans et est un rapport entre les fonds propres et le capital social. Donc, c'est quelque chose qui peut être rapidement vérifié. Je vois qu'il y a quelques participants connectés ici sur le webinaire. J'espère que vous avez pu rejoindre la session sur Teams, puisqu'on a dû changer de plateforme. Ouais, c'est OK. Donc, on regarde également, puisqu'on finance très rarement à 100% si l'entreprise a la capacité financière de payer sa quote-part du projet. Et évidemment, on veut des entreprises qui ne soient pas dans des conditions de litige juridique. Alors, pour l'évaluation, cette évaluation-là, elle va se passer surtout sur la partie du projet en tant que tel, donc la partie technique, mais également, on ne finance pas la technique pour la technique, donc il faut qu'il y ait un business, une valeur business en fait qui soit prouvée au travers typiquement du business plan que tout le monde connaît. Évidemment, on va vérifier si l'équipe, le programme, s'il y a des indicateurs qui permettent de mesurer l'état actuel de la chose et l'état futur qu'on veut atteindre. Et alors, il y a une dimension très, très importante qui est apparue dernièrement et qui concerne finalement l'entièreté de la société aujourd'hui, c'est l'impact social, environnemental et écosystème qui doit être formulé d'une manière plus précise que ce ne l'était dans le passé. Et au niveau des dépenses, ça intéresse évidemment tout le monde, on peut financer grosso modo tout ce qui est lié au projet. Et on parle de quoi? On parle de frais de personnel indépendants ou salariés, frais de fonctionnement, frais d'investissement, les frais généraux et alors une éventuelle sous-traitance. Donc, souvent dans les projets de R&D, ça je vais l'expliquer tout à l'heure, on est plutôt sur de l'internalisation que de l'externalisation. Alors, Innoviris a construit un parcours d'innovation pour essayer de donner une logique, de présenter une logique aux entreprises, qu'elles comprennent à quel moment elles sont éligibles à quoi. Et ce parcours, finalement, démarre par une phase de validation. On ne va pas se lancer dans un projet de recherche et développement si on n'a pas pré-validé certaines choses. On a 2 types de projets qui sont destinés à la validation. On a le Prove Your Business et l'étude de faisabilité technique. Donc, le Proof of Business, c'est vérifier la traction au marché et éventuellement faire des adaptations techniques. L'étude de faisabilité, là, c'est purement technique, avec évidemment toujours cette optique de pricing, de satisfaction client, mais on a vraiment 2 programmes où l'un, c'est plutôt valider le marché et l'autre, valider la partie technique. Donc, les taux sont les mêmes pour les 2 programmes. On voit que pour le Proof of Business, il y a plus de limitations. Donc, on est sur un budget maximum de 100 000 €. On est sur une période qui va changer. Donc, on est plus de 3 à 9 mois. On est, et ça vient d'être fait, désolé de ne pas avoir apporté la correction, on est sur du 6 à 12 mois. Donc, c'est plus favorable aujourd'hui que précédemment. Il faut que ça concerne en fait un premier produit ou service. Donc, ça veut dire qu'une entreprise qui délivre du service depuis quelques années et qui veut tout d'un coup passer à
un produit est éligible ou une entreprise qui vient de démarrer et qui veut développer un produit est également éligible. Il faut juste qu'il n'y ait pas de revenus qui étaient générés sur le produit qui est visé. Et alors, dans ce Proof of Business, on accepte un petit peu de technique, mais surtout de la validation marché. Le but de ce Proof of Business, c'est aussi d'aboutir à un MVP, donc un Minimum Viable Product, qui permet, de générer quelques premières ventes et surtout d'aller voir des investisseurs pour les convaincre de rejoindre l'aventure de l'entreprise et de financer ce qui vient par la suite, c'est-à-dire une phase d'évolution technique beaucoup plus exponentielle. Pour la partie étude de faisabilité technique, il n'y a pas de limitation de budget, mais on est sur des budgets en moyenne 150 000 € et également une période de 6 à 12 mois. On suppose à ce moment-là que toute la partie business a été validée et que les enjeux portent cette fois-ci sur la validation technique. Et de nouveau, on vise le même type de steps, c'est-à-dire arriver à un MVP qui finalement sera la base ou le début de la phase suivante, qui est cette évolution exponentielle technique dont j'ai parlé et qui permettra d'aller vers un prototype complet. Ça, ici, on parle justement de cette phase suivante. Donc, après la validation, on va vers du prototypage. J'ai mis ici les deux programmes, donc la recherche industrielle et le développement expérimental. Il faut savoir que pour les petites structures, il est très rare d'avoir à ce stade de la recherche industrielle. On est plutôt sur du développement expérimental parce que l'entreprise doit vraiment avoir un produit le plus rapidement possible. On est sûr, ici, on le voit, des projets beaucoup plus conséquents, ce qui est logique puisque la phase précédente était une phase de validation. Ici, on est vraiment dans la concrétisation et la réalisation du prototypage, ce qui veut dire qu'on est sur des subsides moyens de 350 000 € et des budgets moyens de 700 000 €. Donc là, on est sur des projets qui vont également, si on regarde un peu plus bas, donc pour la partie recherche industrielle, on est plus en amont de la chaîne d'innovation et pour la partie expérimentale, on est en fait juste avant la phase de mise en production et puis de commercialisation. Au niveau de la période qu'on vise ici, on est sur une période qui va varier entre 12 et 24 mois. Donc la phase de validation, on était sur du 6 à 12 qui est plus courte parce que c'est de la validation, c'est logique. Et donc si on valide, on va vers une étape plus longue. Donc quand vous venez voir Innoviris, en général, il faudra avoir un plan en tête, un plan technique, puisque tout le monde est familier avec le business plan, peut-être moins avec le plan technique, mais le plan technique devra être quand même un minimum étudié et concrétisé pour qu'on puisse voir où vous allez. Il y a un troisième programme qui est certainement le programme qui est le plus intéressant pour les entreprises parce qu'on parle en fait de 500 000 € et de 100% de financement. Donc ici, c'est un programme qui est lancé une fois par an, c'est un concours qui permettra à l'entreprise de présenter son plan stratégique d'innovation qui est plus large que uniquement de la technique. On parle ici d'envisager des stratégies business, des stratégies IP, des stratégies commerciales. Donc, pas recruter le personnel, mais vraiment toute la réflexion, toute la construction en fait du plan d'innovation. On vise en fait des entreprises qui ont au maximum 5 ans pour cet appel-ci. Ce sera vérifié au 1/1/2022. Et donc, c'est un appel à projet, ça je viens de dire. Et alors, une petite précision par rapport aux étapes précédentes dont j'ai parlé, c'est que le Proof of Business, cette phase de validation, elle est conditionnée également à un appel à projet qu'on lancera dans quelques jours, le 15 mars, et qui sera clôturé le 15 mai. Donc, pour ce Proof of Business, je vais revenir au slide. Donc, pour ce Proof of Business, si vous souhaitez participer, il faut bien retenir que l'appel est ouvert le 15 mars, clôturé le 15 mai. Le jury aura lieu au mois de juin et vous aurez une réponse au mois de juillet. Pour l'étude de faisabilité technique, là, c'est un guichet ouvert, c'est à tout moment. Donc, pour le développement expérimental, c'est aussi à tout moment. Donc, ce concours, en fait, pour le plan stratégique d'innovation, là, ce sera un appel qui sera lancé aux alentours du mois de mai. Et alors,
il y a d'autres subsides qui sont aussi importants, qui permettent, de protéger les résultats que vous obtenez, c'est-à-dire donc d'aller vers le dépôt de brevets, et là on peut intervenir à concurrence de 50%, soit pour la phase nationale plus européenne, et là c'est un subside qui porte sur 4 ans, soit uniquement sur l'extension géographique. C'est un subside qui porte sur 3 ans, et il faut bien faire attention parce qu'en fait ce subside qui porte sur l'extension doit être introduit absolument avant la fin des 12 mois à compter du dépôt du brevet aux institutions qui reçoivent ces demandes. Un autre subside qui est intéressant, plusieurs subsides sont intéressants comme support à l'innovation, c'est la guidance technologique qui est offerte à toutes les entreprises bruxelloises par le CSTC dans la construction et CIRIS dans le digital. Donc, on couvre quand même pas mal d'entreprises à Bruxelles. Il y a une deuxième aide. Donc, cette guidance technologique, il ne faut rien faire, hein, c'est gratuit, vous allez les voir et ils sont déjà préfinancés pour réaliser pour vous aider en fait sur leurs compétences propres. Mais ensuite, si jamais il y a matière en fait à aller plus loin, pour ces centres et pour toute une série d'autres partenaires qui sont pris dans une liste que vous retrouvez sur notre site, vous avez la possibilité de bénéficier d'un subside qui s'apparente un peu à la prime à la consultance de la région. On est sur 10 000 € de subside maximum par an par entreprise, un taux de financement un peu plus élevé que la prime à la consultance, 75%, mais une contrainte qui est de travailler en fait avec des partenaires agréés qui sont dans la liste. C'est principalement en fait les centres collectifs CIRIS, CSTC, plus toute une série de laboratoires universitaires et 2 prestataires dans le monde du brevet, Gevers et Calista. Et enfin, on a, pour ceux qui veulent préparer des demandes de subsides européennes, un programme qui vous aidera financièrement à couvrir cette phase de préparation. Donc, vous pourrez recevoir un subside pour préparer la demande de projet européen. Alors, ici, on passe au programme de collaboration. Donc, ces programmes sont construits en fait pour mettre ensemble des entreprises et des centres de recherche. On a lancé ces programmes-là déjà depuis quelques années sur plusieurs thématiques qui sont vraiment importantes à Bruxelles, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la médecine prédictive, les systèmes distribués, mais également l'industrie de demain que je n'ai pas mis dans la liste. Et chaque année, donc, on change la thématique. Donc là, c'est intéressant de suivre ces appels-là. Donc, le mieux, finalement, pour être informé, c'est de vous inscrire sur la newsletter d'Innoviris. Hein. Ça, c'est le moyen le plus facile pour à chaque fois être informé des appels qui sont lancés. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, que l'entreprise donc reçoit une majoration de 15% automatiquement parce qu'on est dans un cadre collaboratif. C'est-à-dire que là où une entreprise de petite taille recevrait 45% de subsides pour un développement, elle passerait à 15 plus 45, donc 60%. Et on peut financer à 100% le centre de recherche, donc le coût pour l'entreprise est nul. Bien évidemment, il y a des conditions derrière de partage de la propriété intellectuelle. Et si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas en fait à venir vers moi pour en parler. Et là, on en revient justement à ce que je viens de dire. Donc, on a mis en place un processus qui s'appelle Test Your ID, qui permet à tout un chacun de venir vers Innoviris et de voir s'il y a matière à être financé, ou en tout cas, plutôt avoir un feedback sur l'intérêt d'aller plus loin et de remplir une demande complète pour quel programme et quelles sont les prestations qui seraient éligibles. Et donc, je suis en charge de ce programme-là. Donc, en général, on fonctionne d'abord à travers un appel téléphonique pour discuter de manière très superficielle du projet, de voir si ça vaut la peine de remplir ce formulaire Test Your ID, qui est un formulaire de 5 pages. Donc, c'est assez léger. En général, par la suite, on organise une petite réunion sur base de ce document-là et puis on vous donne ce feedback qui vous permet de savoir comment vous allez, enfin, si vous allez vers une soumission, comment et pour quel type de prestation. Voilà, donc vous avez ici mes coordonnées, ma présentation est terminée. Je vais laisser la parole à Véronique, elle va vous parler en fait d'un programme qu'elle gère, qui est très prometteur. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, je suis la personne qui a été désignée chez Innoviris pour vous aider à comprendre toutes les aides en fait qui sont disponibles pour les entreprises innovantes.
Et il ne faut pas hésiter à me contacter. Si vous n'arrivez pas à me joindre par téléphone, vous m'envoyez un petit mail et on se fixe un rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et je jetterai un coup d'œil dans les questions qui ont été publiées sur le chat. Merci. Okay, parfait. Véronique, tu veux que je passe les slides pour toi ou tu partages de ton côté? Attends, enlever le partage. Je peux partager de mon côté. Ouais, ça va. Voilà. Est-ce qu'on voit ma présentation? Oui. Ouais, juste le full screen et c'est bon. Oui, attends, je change ça. Ok, je vais refaire ça. Hop. Voilà. Donc, voilà, merci Sébastien. Donc, moi, je vais vous parler d'un appel à projet en fait, qu'on a lancé l'année passée, qui s'appelle Prove Your Social Innovation, PISI. Et donc, il s'intéresse à un public un peu différent des aides économiques classiques qu'on a pour l'instant. Et il est donc dirigé vers les entreprises sociales et démocratiques. Voilà. Donc, peut-être avant de parler de l'appel en lui-même, je vais d'abord refaire un bref historique de pourquoi du lancement de cet appel. Donc, tout d'abord, Innoviris est impliqué depuis plusieurs années dans le soutien à l'innovation sociale et l'entrepreneuriat social, notamment à travers son programme Co-Créer, donc qui a pour but de mettre plusieurs entreprises ensemble dans une démarche de recherche-action pour favoriser la résilience de Bruxelles. On collabore également avec Coop City, donc qui est un centre de référence dans l'entrepreneuriat social et démocratique à Bruxelles. Et on participe également au BICIL, donc, qui est un réseau d'innovation sociale. Ce qu'on a remarqué également, c'est que donc, les aides qui vous ont été présentées précédemment par Sébastien présentent certaines spécificités qui ne rentraient pas en adéquation avec les caractéristiques de l'entrepreneuriat social, notamment du fait d'une finalité sociale et ou environnementale qui n'avait pas un but de simple profit. Aussi le fait qu'il faut avoir une certaine capitalisation, donc pouvoir assurer la quote-part de l'entreprise. Et enfin, le fait que les aspects technologiques étaient moins importants pour les entreprises sociales et démocratiques. Le dernier point, donc ici, pour l'instant, il y a un accord gouvernemental qui tend justement à réorienter ces aides économiques vers des aides avec un impact plus social et démocratique. Alors finalement, l'action PISI, Prove Your Social Innovation, qu'est-ce que c'est? Donc, elle a pour but de développer un produit, un service, un processus, une gouvernance socialement innovante. Je vais revenir sur la définition de socialement innovant et de ce qu'on entend par là un peu plus loin. Elle est donc à destination des entreprises sociales et démocratiques. Donc, l'entreprise sociale et démocratique est un statut qui peut être obtenu par l'ordonnance du 23 juillet 2018 et qui comprend 3 caractéristiques qui sont une finalité sociale et ou environnementale, une viabilité économique qui a pour but justement de financer cette finalité sociale ou environnementale, et enfin une gouvernance démocratique qui inclut les diverses parties prenantes. Les tâches qui sont visées dans cet appel sont tout d'abord liées aux aspects de faisabilité, donc ça peut être les aspects de validation de la faisabilité technique, organisationnelle ou autre, et ensuite les aspects économiques, donc les aspects de validation de la viabilité économique et de l'adéquation avec le besoin social identifié. Et si vous vous rappelez bien, donc ça ressemble un peu au POB que Sébastien a présenté précédemment, mais ici on a un focus qui est plus basé sur les entreprises sociales et démocratiques. Donc, comme je le disais, innovation sociale, qu'est-ce qu'on entend par là? Tout d'abord, le fait de fournir une réponse nouvelle et novatrice à des besoins sociaux qui sont insuffisamment satisfaits ou qui sont émergents. Le fait, comme je l'ai dit précédemment, d'intégrer les diverses parties prenantes. Donc, il faut qu'il y ait la participation et la coopération de différents acteurs du territoire. Donc, ce sont par exemple les bénéficiaires, les clients, les opérateurs et les utilisateurs.
Enfin, donc Innoviris met l'accent sur l'innovation et la recherche, et donc il est important qu'il y ait suffisamment d'inconnus qui soient présentés dans le projet pour justifier l'intervention de la région. Du point de vue pratique, quels sont les aspects en lien avec l'éligibilité d'un projet dans le cadre du programme PISI? Tout d'abord, il doit être soumis par une entité juridique qui doit avoir ce caractère d'entreprise sociale et démocratique. Ce caractère d'entreprise sociale et démocratique peut être justifié à travers un agrément qui peut être fourni par la région ou au niveau européen, ou alors il devra être justifié par les statuts et les activités de l'entreprise. L'organisation qui postule peut avoir différentes formes juridiques, donc on peut avoir des ASBL, des sociétés coopératives ou autres. Le projet doit avoir une durée qui doit être comprise entre 6 et 18 mois. Le financement est un financement à 100% pour un budget maximum de 100 000 € qui couvre tous les frais admissibles dans le projet. Et donc, comme Sébastien l'a dit précédemment aussi, le fait que l'entreprise doit être basée à Bruxelles. Et enfin, donc, ce programme est régi sous le cadre des de minimis. Donc, c'est un cadre légal en fait qui autorise les entreprises à recevoir 200 000 € d'aide de minimis sur 3 ans. Je ne vais pas revenir sur les dépenses éligibles parce qu'elles ont déjà été présentées précédemment. Je vais peut-être juste mettre en avant la sous-traitance. Donc ici, comme je l'ai dit précédemment, il n'y a qu'une seule entreprise qui peut postuler au programme PISI, mais il y a aussi cet aspect de collaboration qui est propre en fait à l'entrepreneuriat social, donc justement par l'intégration des parties prenantes. Et cet aspect peut se retrouver justement dans la sous-traitance sans que celle-ci en fait ne dénature le projet et qu'elle ne représente la majorité des tâches effectuées dans le projet. Alors, le processus d'évaluation, je vais repasser aussi brièvement là-dessus. Donc, on reçoit les demandes et ensuite, il y a une première analyse de l'éligibilité des demandes sur les aspects qui ont été présentés précédemment. Et ensuite, on fait une présélection qui nous permet d'organiser les jurys qui se feront avec des experts du terrain, mais aussi des experts un peu plus financiers pour analyser justement les aspects un peu plus business du projet. Et donc, les critères d'évaluation, c'est simplement les aspects d'innovation et les objectifs du projet, donc tout ce qui est en lien avec le niveau d'innovation, mais également la définition du besoin social, la faisabilité et la mise en œuvre du projet. Donc, comme je l'ai dit précédemment, les aspects de stratégie et les aspects d'impact économique pour l'entreprise, mais également la valorisation pour la région bruxelloise. Alors, au niveau du planning, donc, comme je l'ai dit, on a lancé pour l'instant la première édition de l'appel qui a eu lieu, qui s'est clôturée en fait en janvier de cette année. Là, pour l'instant, on est dans la phase d'analyse des dossiers. On a reçu 28 dossiers et donc on est en train de clôturer l'éligibilité de ces dossiers et on est en train de faire la sélection pour les dossiers qui vont passer en jury dans les prochaines semaines. On n'a pas encore la date exacte pour le lancement du deuxième appel, mais celui-ci devrait avoir lieu à la fin du 3e trimestre de cette année. Donc, on espère pouvoir le lancer en septembre et le clôturer aux alentours du mois de décembre. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez toujours tout retrouver sur notre site internet. Et donc, voilà, je suis la personne de contact. Vous voyez ici mon adresse mail, Véronique Mukendi. Et il y a aussi, également ma collègue Odile qui s'occupe de cet appel à projet. Donc voilà, merci pour votre attention. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais arrêter le partage. Ok, tout le monde entend. Merci Véronique. Mais je vois qu'il y a eu des questions dans le chat et on y répond et Sébastien y répond par écrit. Ouais, il y a juste une, Gaëtan, la dernière, je vais y répondre à Jérémy, qu'on connaît.
Je t'en prie, vas-y. Donc, la notion en fait de subside ou d'avance récupérable, c'est important de préciser dans quel cas on va vers un type ou l'autre. Une entreprise qui vient vers nous en fait et qui a déjà entamé son développement expérimental et qui va finaliser ce développement expérimental sur une période plus longue et surtout sur une période qui est beaucoup plus proche de la phase marché. Okay, donc, il y a cette notion de distance par rapport à la phase marché qui fera qu'on ira plus vers une avance récupérable ou un subside. Donc, si on est très proche de la phase marché, à ce moment-là, probablement qu'on pourra proposer à l'entreprise plutôt une avance récupérable qu'un subside. Donc, le principe de l'avance récupérable, c'est que c'est récupérable. Donc, ça veut dire que finalement, on a… Attendez, je vais mettre la vidéo, ce sera beaucoup plus sympa. Donc, pour un projet d'avance récupérable, il y aura évidemment un business plan, donc des projections de chiffre d'affaires, de dépenses, etc. dans le futur. Et on construira le remboursement de la moitié de cette avance récupérable sur ce business plan. Et l'autre moitié de l'avance récupérable, elle devrait être remboursée de manière fixe, c'est-à-dire un plan de remboursement sur 5 ans de 10% chaque année. Cette avance récupérable est également soumise au paiement d'un intérêt qui est minime, hein, qui est toujours basé sur des taux comme le Ribor. Et on ne demande pas, par rapport à une banque, par exemple, on ne demande pas de garantie extrême, puisqu'on ne demande aucune garantie finalement. Donc, on a un taux d'intérêt, on a un remboursement fixe, on a un remboursement variable, mais il n'y a pas de garantie qui est prise sur l'entreprise, sur les biens des entrepreneurs, etc. Pour le subside, là, c'est tout à fait différent. Le subside est beaucoup plus intéressant que l'avance récupérable parce que c'est un montant qui est injecté dans l'entreprise et si l'entreprise réalise le plan tel qu'elle l'a prévu, mais évidemment, il peut y avoir des variations, hein, par rapport, on est dans le monde de l'innovation. Si l'entreprise travaille comme elle l'a prévu initialement, il n'y a pas de remboursement en fin de projet qui est prévu. Donc, le remboursement pour un subside, c'est typiquement, je m'achète un yacht et je vais aux Bahamas, voilà, pour exagérer un petit peu la chose. Voilà la différence entre les deux. J'ai juste une question, si on ne va pas aux Bahamas, c'est pas grave, mais plus sérieusement, on a déposé comme ça, dans un consortium, un projet à la région Wallonne. C'était assez conséquent, c'était de l'innovation. Est-ce que chez vous aussi, ces demandes, parce que là, on a quand même travaillé là-dessus pendant plus de 9 mois, et on a préparé le dossier. Pardon, oui. C'est énorme. 9 mois au total. 9 mois de travail pour remplir. On avait 200 pages pour faire leur dossier. Est-ce qu'on en est dans la même proportion pour un montant qui était tout à fait intéressant, hein, c'est pas ça le débat. Mais c'était quand même, heureusement qu'il y a eu le Covid et qu'on était dans une période un peu plus calme, parce que sinon c'était un peu l'enfer. Est-ce que c'est comme ça chez vous aussi? Écoutez, 200 pages, ça me paraît démesuré. Évidemment que ça va pas être 20 pages. Moi aussi, mais bon. Ça va pas être 20 pages, hein, ça je vous le dis tout de suite. Non, mais voilà, il n'y a pas un nombre de pages, on pèse pas le document, on n'essaie pas de créer en fait des statistiques sur le poids versus le subside demandé, mais au final, il faut qu'il y ait des informations qui nous permettent de comprendre quels sont les challenges techniques, quels sont les challenges business et quels sont les challenges d'impact aujourd'hui, cette notion nouvelle qui est rajoutée. Et voilà, donc à partir du moment où c'est clair, ça nous est déjà arrivé d'avoir des entreprises qui viennent vers nous avec un programme construit sur base de bullet points. Pour eux, c'est clair dans leur tête. Mais moi, je leur dis toujours, imaginez que demain, vous allez faire un tour du monde, pas avec le subside d'Innoviris, hein, je le précise, et que vous devez laisser votre équipe toute seule. Eh bien, le document que vous remettez doit leur permettre de bosser et doit vous permettre de monitorer toutes les 2 semaines ou tous les mois. Dans le même ordre d'idée, donc vous disiez que vous accompagnez… Nous, on n'accompagne pas. On n'accompagne pas, en fait. Non. Mais pour le dépôt de dossier auprès de l'Union européenne. Ouais. Là, vous parliez d'un accompagnement. Non, de vous donner un subside pour payer vos ressources afin de payer votre temps, quoi. Ouais, et éventuellement des traductions, des actes juridiques à rédiger, ce genre de choses. Ok.
de votre expérience, parce que ça on ne l'a pas encore fait, déposer des projets de subsides auprès de l'Union européenne, c'est une démarche assez lourde quand même, non? C'est une démarche assez lourde. Maintenant, de nouveau, Hub Brussels a un service qui s'appelle NCP. Ok, voilà, je vois que justement quelqu'un a répondu ça dans le chat. Et ce service-là, il est très compétent pour vous aider. Donc, moi, je vous invite à profiter d'un maximum de tous les services d'accompagnement qui sont à ce moment-là des services purement accompagnement. Et donc, ils sont vraiment conçus pour bien vous guider et puis de vous faire une idée, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et alors, attendez, hein, je regarde. Dans le cadre de Pisi, ça c'est pour... Ah non, c'est Véronique qui répond. Il y a le NCP. Je suis en train de répondre par écrit. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être il y a une question à laquelle je peux répondre oralement. Donc ici, doit-on déjà avoir une expérience et ancienneté de 3 ou 2 ans pour venir demander votre aide, ou on peut venir quand on est nouveau? Que ce soit dans le cadre de Pisi ou les autres aides économiques, vous pouvez toujours faire appel à Innoviris, et à ce moment-là, il faudra démontrer comment votre entreprise peut être viable financièrement sur le long terme, et comment vous allez apporter les fonds dans le cadre d'une aide économique classique, par exemple de R&D. Comme il faut apporter une quote-part, à ce moment-là, il faut démontrer que l'entreprise a suffisamment de fonds propres pour pouvoir financer sa quote-part. Et dans le cadre de Pisi, comme le financement est à 100%, il n'y a pas de nécessité d'avoir de quote-part. Néanmoins, on va quand même vous demander de démontrer une certaine viabilité économique pour les activités que vous voulez faire dans le futur. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ou si, Sébastien, tu vas ajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Donc, en fait, il y a toujours cette notion de est-ce que vous avez les fonds pour payer votre quote-part? Mais au-delà du projet d'innovation, peut-être que pour une start-up, il y a souvent la confusion de le projet d'innovation, c'est toute notre activité. Mais en général, le projet d'innovation est une sous-activité de l'entreprise. Et donc, l'entreprise doit aussi prouver qu'elle ne va pas couler parce que justement, elle se lance dans un projet d'innovation où elle va dépenser de l'argent qui ne va pas être rentabilisé directement. Il faut bien comprendre que un projet d'innovation, c'est quelque chose qui n'est pas rentabilisé à court terme. C'est un investissement pour l'avenir, c'est un investissement qui est risqué, puisque Innoviris, et ça paradoxalement, par rapport aux investisseurs, nous, on aime le risque technique, les investisseurs ne l'aiment pas, mais nous, on va dans ce sens-là, évidemment, le risque technique calculé, lié à un business case cohérent, hein, ça c'est un fait, mais disons qu'Innoviris a une vision qui est complémentaire à celle des investisseurs, mais pas exactement la même. Et alors, je voulais revenir donc au concept que je représente, donc Innovation Facilitator. Donc, ça veut dire que je suis le point de contact pour vous écouter et comprendre en fait vos besoins. Je ne crois pas que vous devez vraiment vous faire mal de crâne, quoi. Si vous pensez que vous avez un projet innovant, vous m'envoyez un mail, on se fixe un call, on en discute et on verra directement vers quel type de subside on peut aller, que ce soit un subside chez Innoviris ou éventuellement un subside en dehors d'Innoviris. Souvent, quand les gens me contactent et qu'il n'y a rien pour eux chez Innoviris, je les renvoie vers Hub Brussels, je les renvoie vers le 18-19, je les renvoie vers, et surtout avec en général, un subside qui tombe souvent sur la table, c'est la prime à la consultance, qu'il ne faut pas hésiter en fait à utiliser, parce que cette prime à la consultance permet de faire plein de choses intéressantes, pas du business as usual, mais vraiment des activités ponctuelles. Voilà, donc là vous serez bien suivi par Hub Brussels, donc il ne faut pas hésiter à venir vers eux. C'est le partenaire clé dans votre accompagnement. J'ai encore une question. Vous parlez à la fois d'innovation et de business. Admettons que ce soit un marché assez phagocyté par 3 grosses boîtes anglo-saxonnes et qu'il n'y a à peu près aucune initiative européenne sur le sujet. Pourquoi? Parce que je n'en sais rien. Et que donc on propose une solution, mais avec des experts reconnus, qui a une partie de digital. Pourquoi? Parce que ces sociétés anglo-saxonnes, paradoxalement, le font sur des supports assez anciens. Est-ce que le fait que l'on soit un nouveau player sur un réel marché, qu'il n'y a pas vraiment d'acteurs européens, même si la partie de digitalisation
est minoré, est-ce que là, vous êtes intéressé, le siège étant évidemment à Bruxelles et tout se ferait au départ d'ici? Est-ce que là, c'est un sujet qui rentre dans votre cadre ou pas? C'est une très bonne question et c'est un très bon exemple pour que tout le monde puisse comprendre en fait dans quoi on s'engage. Donc, je dirais non. C'est pas suffisant parce qu'on vise deux types d'innovation. Donc, on vise l'innovation business, mais deux, l'innovation technique au service de ce business. C'est-à-dire que si on a des gens qui bossent encore avec des Excel sheets et qu'on va vers une web plateforme avec un front-end qui a différents champs bien structurés et que ça se limite à ça, probablement qu'on ne pourra pas vous aider. Mais moi, je vous dirais, allez voir du côté des primes à la consultance. Parce qu'aujourd'hui, ces primes à la bon, c'est très limité, hein, soyons d'accord. Mais dans le cadre, il y a beaucoup d'entreprises qui me contactent et qui veulent directement mettre le gros paquet en fait sur la table. Et en général, je leur dis, écoutez, essayez d'adopter une approche un peu plus lean, essayez de phaser la chose pour justement ne pas commettre les erreurs du débutant et ne pas perdre de l'argent. Alors, il y a aussi des partenaires qui sont intéressants qui peuvent vous aider à ce sujet-là sur les choix technologiques, que ce soit finalement des choix qui vont plaire à Innoviris entre guillemets et permettre de vous donner un funding ou pas. Je vous recommande dans le digital de prendre contact avec Ciris. Ciris, pourquoi? Parce qu'en fait, Ciris à Bruxelles est financé par Innoviris dans le cadre de la guidance technologique que j'ai citée dans mes slides. Et leur compétence, elle est vraiment très large. Il y a un éventail très large. Et c'est complémentaire au service de Hub Brussels. Parce que eux, c'est très technique, aussi avec des notions de innovation management. Et ils peuvent typiquement vous dire, écoutez, nous, dans les 36 mois, on pense que vous devriez plutôt faire ça, ça et ça. Mais est-ce qu'ils ont aussi, excusez-moi, est-ce qu'ils ont aussi une dimension business, parce qu'on a déjà eu contact avec des investisseurs IT ou d'intelligence artificielle, pour ne pas les citer, sur le site notamment de Gosli. C'est des gens qui sont nickel en intelligence artificielle et tout, mais la partie business, les types, ça même pas, à la limite, ils s'en foutent, quoi. Je reste poli, hein. Ouais, tout à fait. Ben, là, vous avez vraiment un hybride. Vous avez vraiment un organisme hybride qui a les deux. OK. Et d'ailleurs, si vous regardez, en fait, notre point de contact pour Bruxelles, c'est Peter Verhassel. Je peux mettre son point de contact pour tout le monde dans le chat. Eux conseillent les boîtes sur les business models, conseillent les boîtes sur... ils ne vont pas travailler sur le pricing directement, mais vous conseillent sur les méthodologies. Quelqu'un a parlé des méthodologies pour prouver l'attraction marché. Eh bien, eux peuvent vous conseiller sur les bonnes méthodologies adoptées. Et le point fort qu'ils ont également, c'est que ils ont un département d'intelligence artificielle à Bruxelles. Donc ça, c'est pour la partie technique. Parce qu'il y a aussi l'effet inverse, donc des gens qui ont une connaissance métier dans un domaine, qui se disent, moi j'ai besoin d'intelligence artificielle, et quand ils viennent vers nous, parce que pour être honnête avec vous, on a beaucoup de projets dans le traitement de données, donc l'intelligence artificielle, quand ils viennent vers nous, on sent directement dans la manière d'expliquer les choses qu'ils n'ont pas l'expert en AI en interne. Et donc Ciris, à ce moment-là, peut également servir de tremplin, c'est-à-dire tester, déjà répondre à la question de pourquoi est-ce que vous voulez mettre de l'intelligence artificielle dans votre système? Parce que c'est un buzzword. Est-ce que vous voulez AIifier votre solution pour finalement la rendre smart et dire à votre client, oh, notre solution, elle est intelligente, hein? Ou est-ce que vraiment on part d'une étape préliminaire où on a instauré une pseudo-intelligence, très simple, à la limite des êtres humains en back-end qui font le job, et on constate qu'on a besoin de quelque chose de beaucoup plus puissant et on sait vers quoi on va. Ce sont deux optiques différentes et là, eh bien, ce centre-là peut vraiment vous aider sur ces deux pans-là. Donc, je vous encourage à les contacter. Et il y a aussi ce subside de 75% qui n'est pas très élevé, hein, 10 000 € par an par entreprise, mais qui permet justement de couvrir cette phase de transition et de faire cette petite analyse transitoire qui vous permet de construire la stratégie qui va suivre. OK, merci beaucoup. Voilà, il n'y a pas de quoi. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questions? Ah oui, les fonds propres. Quel est le minimum? J'ai répondu par écrit, mais ouais, peut-être que tu vas ajouter quelque chose.
Ouais, donc en fait, on regardera toujours. Vous venez qu'un projet à 100 000 euros, on peut vous donner 70 000 euros. Eh bien, il faut au moins 30 000 euros. Et si vous ne générez pas encore de revenus, ce n'est pas la même chose qu'une boîte qui générerait déjà des revenus. Donc, si vous ne générez pas de revenus, vous allez devoir travailler sur de la capitalisation ou du prêt bancaire. Mais bon, le prêt bancaire, quelque part, c'est... Moi, je dis toujours qu'une banque, quand elle vous donne de l'argent, ce n'est pas tellement qu'elle croit dans votre projet, c'est qu'elle croit dans votre patrimoine et toutes les garanties qu'elle peut prendre. Un investisseur, c'est différent. S'il met du cash sur la table, c'est qu'il croit au projet. Donc, on préfère quand même les fonds propres. Et en général, si vous voulez, au tout début, lors des phases de validation, il y a vraiment peu de chances que des investisseurs mettent la main à la poche. Donc, en général, on est sur des fonds privés. Ah, désolé pour le bruit de fond, hein, c'est désagréable, mais c'est Non, le... ça va, on n'entend pas trop. Vous entendez pas trop? Ah, ok, ça va. Voilà, donc pour la quote-part, de nouveau, en cas de doute, coup de téléphone, on en discute et on regarde un petit peu si ça tient la route ou pas. Donc, vous ne dites pas non, je ne vais pas les contacter parce que j'ai un mauvais sentiment. Non, on est là pour ça. N'hésitez pas à nous contacter. Et dans cette phase de préparation aussi du plan, ben, Hub Brussels, de nouveau, le 18-19, sont des acteurs qui sont là pour vous aider. C'est moi qui venais de poser la question justement sur le capital de départ. Dans le même ordre d'idée, quel est le timing pour venir vous voir? C'est quand on est vraiment, l'idée est claire et on a déjà avancé sur certains sujets, mais c'est encore assez récent. Ou est-ce que vous préférez qu'on vienne après un an, quand on a déjà développé des trucs, on a déjà bien avancé? Non, venez quand vous le voulez, parce que finalement, le fait d'être au courant bien avant permet de... Un peu comme on planifie un rendez-vous, c'est de savoir à ce moment-là, ce sera le moment d'introduire la demande chez Innoviris. Donc, si vous venez à ce moment-là, ben vous êtes déjà trop tard, quoi. Donc, c'est bien d'être au courant à l'avance. Ok. Bon, Mais alors on par contre, viendra d'ici peu de temps. Ok. voilà. Mais donc, quelqu'un qui a une idée, qui s'est levé ce matin, qui a une idée, lui, non. Je dirais que cette personne-là doit d'abord faire son étude de marché, etc. Et c'est là où Hub peut donner justement les outils. Hub ne va pas réaliser l'étude de marché à la place de la boîte, mais donner les méthodologies. On parlait de méthodologie tout à l'heure. Donc, c'est chacun sa partie. Nous, on est là finalement pour financer. Non, l'étude de marché est déjà faite, on a un comité d'experts international, c'est déjà un truc sérieux, quoi. Mais donc on peut venir maintenant, quoi. On ne va pas attendre. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, on fixe un rendez-vous. On va faire ça. Ok, merci beaucoup. Oui, il n'y a pas de quoi. Merci, mademoiselle. Je rebondis juste sur effectivement les étapes initiales d'un projet. Quand on a une idée mais qu'on n'est pas encore très avancé, effectivement, Hub a des cellules qui peuvent vous aider en fonction souvent des secteurs d'activité. J'en ai cité 2 plus haut dans le chat, mais il y en a d'autres. Et le service 18-19 que je représente, n'hésitez pas à l'appeler parce qu'on peut vous orienter aussi vers d'autres partenaires, que ce soit chez Hub, mais que ce soit d'autres partenaires bruxellois, gratuits très souvent, qui font de l'accompagnement. Donc voilà, ça c'est bien à savoir aussi. Bon, peut-être une précision, donc on a parlé du centre Ciris, il y a toutes les universités, il ne faut pas hésiter en fait à venir vers nous si vous cherchez un partenaire académique. On peut aussi vous mettre en contact avec les interfaces des universités ou éventuellement vous orienter si vous cherchez un partenaire avec une compétence spécifique. Et alors, il y a aussi Coop City dont a parlé Véronique pour l'innovation sociale, le CSTC pour le domaine de la construction et tout ce qui est durable et éco-friendly. Voilà, donc il y a énormément de choses. Donc, je dirais que dès que ça touche à l'innovation, bon, évidemment, si vous souhaitez développer une plateforme web pour vendre des produits qui sont déjà existants, il y a peu de chances que ça soit intéressant de prendre contact avec Innoviris. Mais là, de nouveau, si vous êtes aux prémices, vous allez voir Hub et Hub va vous dire non, on ne va pas voir Innoviris parce que ton business case n'est pas celui qui est souhaitable pour avoir un subside. Tout à fait. Voilà. Voilà. Ben, je vois qu'il est passé midi et qu'il n'y a plus forcément d'autres questions dans le chat. Donc, je vois qu'on écrit encore. Mais
Mais on peut peut-être encore attendre 2-3 minutes, voir s'il y a encore des questions. N'hésitez pas. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, j'en profite pour remercier le 18-19 de nous avoir invités, de nous permettre justement de donner de la visibilité à nos subsides. Je remercie tous les gens qui ont passé du temps à nous écouter. Et de nouveau, je les invite à nous contacter quand le projet a un peu de maturité pour voir si ça rentre ou pas dans le scope d'Innoviris. Je regarde. Oui. Parfait. Beaucoup de merci. Merci Véronique et Sébastien pour les présentations bien riches et intéressantes. Je vois qu'il y a encore une petite question d'Elisa. Étatique. Et qu'on peut venir vers vous pour avoir des conseils ou autres. Les conseils, je dirais plutôt aller voir les gens de Hub ou du... Moi, c'est vrai que Hub 18-19, pour moi, c'est toujours un bloc, mais Oui, c'est vrai que c'est plus service 18-19. Nous, on a vraiment la ligne d'information de premier front, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter pour tout type de questions de nous contacter, soit par le téléphone 18-19, soit sur notre mail, boîte mail info singulier @1819.brussels. Et voilà, nous, on réoriente en fait. Très souvent, soit on répond parce qu'on connaît les réponses, soit ça nécessite l'intervention de tierces personnes, et donc là, on réoriente, quoi. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Peut-être pour répondre à la personne, à Madame Baoli, ça dépend de ce qu'il y a derrière. Donc, en fait, sur base de ce que vous nous expliquez là, c'est trop global, en fait. Il faut qu'on creuse la question, qu'on regarde, en fait, ce qu'il y a comme type de valorisation économique, comme type de développement technique derrière. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra vous dire si ça colle ou pas. Donc, s'il y a un doute, on peut en discuter, hein, il n'y a pas de souci. C'est à vous de voir d'un point de vue technique si c'est quelque chose qui requiert une compétence pointue ou pas. J'ai encore juste une question. Nous avons déjà d'autres sociétés, celles que l'on vient de créer évidemment et pour lesquelles on va essayer de travailler avec vous, n'est effectivement que des fonds propres et à terme ne devrait pas générer grand-chose. Est-ce que si les deux autres sociétés génèrent de l'argent déjà, parce qu'elles ont des activités, elles, est-ce que ça suffit s'il y a déjà un capital de départ et que l'on peut injecter de l'argent finalement de ces autres sociétés là-dedans? Est-ce que c'est des montages qui vous paraissent plausibles ou ça vous paraît être un peu rocambolesque comme aventure? C'est plausible, mais il faudra qu'on creuse en fait toute l'articulation de tout ça. Parce Bien que, sûr. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on met les autres entreprises dans le contrat comme co-signataires. Oui, mais c'est des activités similaires en fait, complémentaires, mais qui sont elles déjà plus anciennes, donc qui ne demandent pas de subsides. C'est ça. Mais donc, parce que c'est vrai que souvent certains travaillent plutôt sur des apports associés au lieu de faire de la capitalisation, etc. Donc tout ça doit être analysé. Ok, ça va. Mais là, Véronique est la spécialiste, hein, parce qu'elle est business analyst chez nous. Hein. Ah bon, on fera ça avec et vous et Véronique alors. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt. Et puis, il y a le speed coaching cet après-midi. Ouais. Voilà, qui est malheureusement full, mais voilà, qui connaît un succès. Donc ça, c'est super. Écoutez, voilà. Merci à tous. Ouais, merci beaucoup. À très bientôt. Bon appétit, bon après-midi. Au revoir. Et bon appétit.